Bon, eh bien, bonjour encore une fois et bienvenue dans ce webinaire dans lequel nous allons parler de comment survivre au cancer contre toute attente. Et c'est la première fois que j'aborde le cancer dans une conférence. En général, je préfère expliquer comment utiliser les huiles essentielles. D'ailleurs, je pourrais tout à fait faire une suite à cette conférence en vous expliquant ce que j'ai appris en cours de soins palliatifs aromatiques. Mais bon, aujourd'hui, je vais pas vous donner quoi que ce soit issu de mon expérience à moi, mais je vais vous transmettre un compte-rendu en fait d'une interview à laquelle j'ai eu accès en m'inscrivant à un sommet sur le cancer ici aux États-Unis. Et donc cette interview était en anglais. Alors d'abord j'ai pensé à juste vous la traduire et puis ça faisait très long. Donc j'ai choisi de vous en faire une présentation plutôt racontée, un peu comme une histoire. En fait, c'est une histoire, de toute façon. Ça a commencé par une étude sur des histoires. Alors, autant tout vous raconter comme si c'était une grande histoire. Voilà, donc on va s'occuper de ça. Ah oui, alors il y en a plein qui ne me connaissent pas, donc rapidement. Donc, je m'appelle Cécile Heller, je suis aromathérapeute holistique et j'ai eu la chance d'avoir été formée par des grands noms de l'aromathérapie holistique à travers le monde, comme Ron Gubach, Gabrielle Mauget, Christine Sanders, et d'autres thérapeutes incontournables du travail énergétique comme Anissa Abdel-Karim ou Jessica Taylor. Rien de bien français là-dedans, je sais, mais l'aromathérapie holistique, c'est une spécialité anglo-saxonne que je m'applique à mettre à la disposition de mon public grâce à des livres, des conférences et puis mon école en ligne AromaPro. Et puis, il m'arrive aussi de parler d'autres choses et c'est ce que je vais faire aujourd'hui en vous retransmettant les sages paroles du Dr Turner. Alors, on y va. Donc, ce soir, on va aborder des informations qui sont directement donc tirées de l'interview du Dr Kelly Turner, qui est l'auteur du livre Radical Remission. En français, c'est Rémission radicale, survivre au cancer contre toute attente. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. Donc, c'est un livre qui résume ses recherches sur les rémissions radicales de personnes atteintes de cancer après que la médecine occidentale ait baissé les bras sur ces cas-là. Et donc j'ai pris un très grand plaisir à lire et puis à traduire cette interview car elle apprend beaucoup et surtout me conforte moi dans l'approche que je mets à disposition de mes lecteurs et surtout de mes coachés. Donc vous verrez que le fin mot de l'histoire, c'est que vous avez les moyens de guérir, peu importe dans quel état de cancer vous soyez. Mais bon, ça peut demander une complète révolution dans votre vie. Et ce qui suit est vraiment précieux à la fois pour vous guérir du cancer et surtout pour vous en prémunir. Donc c'est ce que ici le docteur Kelly Turner va vous raconter. Alors d'abord le décor. Donc pour situer l'histoire, elle travaillait dans un centre anti-cancer à San Francisco. Je crois que c'est à l'université, non, à l'hôpital anti-cancer de San Francisco. Et au départ, elle était la même chose que moi, sans l'aromathérapie, donc on a la même formation. C'est une forme de conseil en psychologie dans des cas où les gens, justement pour les cancéreux, c'est pour aider psychologiquement des cas un peu particuliers. Et elle travaillait là-dedans, puis un jour, elle raconte que s'est baladée dans la bibliothèque de l'hôpital et elle tombe sur un bouquin qui parle de quelqu'un qui était censé être mort de cancer depuis longtemps et qui en fait en était sorti. Et ça l'a particulièrement fait réagir. Et c'est ce qui l'a amené à faire une étude sur 10 pays pour analyser plus de 1500 cas de rémission radicale de cancer comme ça. Donc c'est des cas de personnes à qui on a dit on peut plus rien pour vous. Je suis complètement. Alors, elle a dit, moi quand j'entends ça, quand je lis un médecin qui dit à quelqu'un, c'est cuit, vous avez déjà tout essayé, on peut plus rien pour vous. Ça la fait bondir. Et moi, ça me fait pareil parce que c'est quelque chose. Je veux dire, j'ai eu une cliente dans cette situation-là. Peut-être qu'elle est là ce soir d'ailleurs. J'espère qu'elle est là ce soir parce que c'est aussi un peu pour elle que je fais cette conférence. C'est quelqu'un absolument incroyable qui me touche beaucoup et à qui on a dit qu'on ne pouvait rien pour elle. Elle a un cancer qu'on ne sait pas soigner et elle a un courage absolument incroyable et c'est très difficile parce qu'elle vit dans la souffrance permanente.
Donc personne ne lui a dit qu'elle allait mourir dans 15 jours, hein, mais tout ce qu'il trouve à lui dire, c'est bon, ben, tout ce qu'on peut vous faire, c'est de la chimio à vie, le temps qu'elle dure. Et elle est en train d'attendre d'ailleurs qu'on veuille bien lui faire profiter d'une thérapie expérimentale pour l'aider avec sa douleur en ce moment. Mais donc c'est quelque chose que, enfin moi ça me fait beaucoup réagir quand j'entends quelqu'un à qui on dit qu'il est encore vivant et qui a toutes ses chances de s'en sortir, on peut plus rien pour vous, quoi. Et je pense que je comprends tout à fait comment le docteur Turner a pu réagir quand elle a lu ça. Donc je voulais juste faire petite précision sur ce qu'est la rémission radicale. Ça, c'est ce qui arrive donc à ceux qui guérissent du cancer en dépit des statistiques, hein, la plupart ayant moins de 25% de chances de survie sur 5 ans. C'est pas grand-chose, hein. Donc, il s'agit de cancer du pancréas la plupart du temps, ou de cancer du poumon niveau 4, hein, ce genre de choses, des trucs qu'on ne sait absolument pas soigner. Donc, si quelqu'un réussit à s'en sortir, c'est le genre de personne que Kelly Turner cherche à rencontrer, quoi. Parce qu'elle veut tout savoir sur pourquoi, comment il a réussi à s'en sortir. Alors elle raconte que, voilà, alors elle raconte ça, elle raconte que alors qu'elle travaillait dans un centre de traitement pour le cancer, un des meilleurs sur la côte ouest, elle trouve un livre donc consacré à un cas de rémission radicale, un livre vieux de 20 ans, c'est quelqu'un qui avait eu un cancer du rein niveau 4, qui avait tout essayé, depuis la chirurgie, la chimio, les radiations. On l'avait renvoyé chez lui pour y mourir. Et 20 ans plus tard, il était encore vivant. Et donc, elle raconte qu'elle a trouvé plus de 1000 cas similaires. 1000. Dans les journaux médicaux, en fait. Dans des journaux qui ont été publiés, vérifiés, et dont personne ne parle absolument jamais. Et ça l'a fait complètement, ça l'a révolté, quoi. Que personne n'en parle, que en fait le système médical ignore complètement ce qui a fait que ces gens s'en sortent alors ils avaient aucune chance de s'en sortir d'après eux, hein. Donc elle a étudié tous ces cas et surtout parce que personne ne s'est jamais demandé ce qui s'était passé pour eux et comment ils avaient subitement guéri, qu'est-ce qui avait changé dans leur vie, qu'est-ce qu'ils avaient transformé. Est-ce qu'ils avaient changé leur alimentation? Est-ce qu'ils avaient pardonné à leur ex-femme? Est-ce qu'ils avaient regardé la mort en face? Elle était vraiment à l'affût du moindre changement radical, physique, émotionnel, mental qui ait pu aider, soutenir subitement leur immunité et transformer leur vie. Et il se trouve que pendant pendant 100 ans, hein, les 100 dernières années, les scientifiques ont tout simplement ignoré tous ces cas-là. Et pour elle, c'est pas une bonne façon de faire de la science. Voilà, pour elle, on a simplement laissé planer l'action du hasard. Ces personnes avaient des cancers de niveau 4, ils ont vraiment tout essayé. Ils ont finalement été renvoyés chez eux, et puis, ils ont été mieux. Alors elle dit qu'elle a vu leurs dossiers médicaux, hein. Elle a vu qu'ils n'ont pas été mal diagnostiqués, c'est des gens qui souffraient vraiment de cancer incurable. Et en les interrogeant, elle a découvert 9 choses qui ont fait la différence dans leur vie et qui les ont conduits à guérir. La littérature médicale appelle ça des rémissions spontanées, mais elle appelle ça des rémissions radicales. Parce qu'en fait, dans spontané, on implique que quelque chose se produit sans une vraie cause et très rapidement. Or là, il n'y avait absolument rien de spontané à ce qui s'est passé dans la vie de ces gens, hein. C'est des malades qui ont tous mis beaucoup de temps à guérir, hein, parfois plus d'1 an, et après beaucoup d'efforts, hein. La guérison spontanée, elle a été mise sur le dos de ces malades par des médecins qui n'ont absolument pas pris le temps de les étudier et c'est ça qui est très révoltant, qui les ont ignorés. Donc il y a une forme de non-respect de tout ce qu'ils ont fait pour s'en sortir, simplement parce que c'est au-delà de ce que les médecins ont étudié et au-delà de ce qu'ils ont les moyens de comprendre, dans le sens où ils n'ont pas le temps de se pencher dessus. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce que c'était en dehors de leur pratique, en dehors de leurs croyances, en dehors de leur éducation, ils ont simplement ignoré. Mais effectivement, c'est des choses qu'il faut énormément respecter,
Et on va en parler là. Alors, ces personnes, elles ont vécu des changements radicaux qui ont eu des résultats radicaux. Alors, le docteur Turner, il a fallu qu'elle gagne leur confiance, évidemment, qu'elle passe beaucoup de temps avec eux pour qu'ils se confient et qu'ils lui disent tout. Donc, nombreux sont ceux qui ont commencé en parlant de leur alimentation. Et puis, petit à petit, elle leur a demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment changé? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau émotionnel? Bon, c'est normal, au départ, c'est une psychologue, donc c'était le niveau émotionnel qui l'intéressait. Et là, elle raconte qu'ils ont commencé à lui dire des choses du style « Vous voulez vraiment que je vous raconte ça ?» Et de fil en aiguille, ils ont fini par lui parler de leur nouvelle pratique spirituelle, et de choses vraiment, vraiment personnelles. Et alors, elle a fini par identifier toutes les choses qu'ils ont faites. Elle en a trouvé au moins 75. 60 facteurs de guérison différents qui les ont amenés vers cette rémission radicale. Mais sur ces 75 facteurs, elle en a extrait 9 qu'ils avaient tous en commun, qu'ils ont tous fait. Hein. Donc, il ne s'agit pas simplement de prendre un complément alimentaire, c'était vraiment de faire ces 9 choses qu'ils avaient en commun. Et parmi ces 9 choses, il y a effectivement des changements radicaux dans leur alimentation. Alors ça, c'est pas le changement principal, mais ça en faisait partie. Alors ça, c'est très important à noter, hein, parce que moi, je reçois beaucoup de courriers de gens qui ont en fait, c'est en général des parents qui ont du cancer. C'est pas eux qui ont le cancer. Ils me contactent pour des parents qui ont le cancer et qui sont à l'hôpital, etc. Et ils me disent, qu'est-ce que je peux faire pour changer leur alimentation? C'est vrai que leur alimentation, c'est beaucoup. Mais on n'est pas habitué, on n'est pas entraîné à penser autrement. Enfin, on pense, c'est vrai que l'alimentation, c'est une source de beaucoup de choses, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Et malheureusement, c'est pas quelque chose auquel on pense de façon classique. Et ça, on va en parler. Donc, quoi qu'il en soit, ils ont tous radicalement changé leur façon de manger et de boire. Voilà, ça c'est clair. Ça, c'était pas la chose la plus importante, mais ils l'ont fait. Ils ont éliminé certaines choses et en ont rajouté d'autres. Mais quoi qu'ils aient fait, le point commun, c'était la grande consommation de légumes. Ils ont tous fini par consommer des grandes quantités de légumes. Certains ont arrêté les fruits, parce que pour diminuer la consommation de sucre, c'est indispensable. Il y en a, ah oui, parce que bon, on en parlera, mais le sucre, c'est indispensable à éliminer en cas de cancer. D'autres ont éliminé la viande, d'autres se sont mis à en consommer par contre. D'autres ont choisi les jus de légumes. Donc c'est pour vous dire, je veux dire, il y en a qui ont arrêté la viande, il y en a qui se sont mis à la viande. Dans les deux cas, s'ils ont fait ces choix-là, c'est parce qu'il a fallu qu'ils trouvent des choses à changer. Il a fallu qu'ils changent donc des choses qui n'allaient pas. Quand vous avez le cancer, c'est quelque part, vous avez fait tout faux. Donc ceux qui mangeaient de la viande se sont dit bon je vais faire sans, et puis ceux qui faisaient sans se sont dit je vais en manger. Donc c'est vraiment encore une fois une histoire de sur-mesure, mais ça on va en reparler. Donc il y en a qui ont mangé que cru, il y en a qui ont mangé que à la vapeur. Enfin quoi qu'ils aient choisi, la moitié de leur assiette était constituée de légumes multicolores. Alors ils ont écouté leur intuition surtout. Ils ont travaillé avec des médecins intégratifs, donc c'est des naturaux, des praticiens assez similaires qui sont capables d'identifier les besoins de leur corps. Nous, les médecins intégratifs ici aux États-Unis, c'est des gens qui, en fait, c'est à peu près ce que je fais ici, sauf que heureusement je suis pas médecin, mais c'est un petit peu un mix entre un médecin traditionnel et quelqu'un qui fait ce que je fais, si vous voulez. C'est quelqu'un qui va considérer la personne en son entier, donc il y a une approche holistique, peut-être pas aussi poussée que certaines choses, mais qu'on fait quand on est juste praticien holistique, mais en tout cas, c'est des personnes qui vont surtout prendre en compte ce qui se passe dans votre ventre, ce qui est la base de tout. Donc les médecins intégratifs vont se pencher sur ce qu'il y a dans vos intestins, surtout, et comment ils fonctionnent. Tout ça parce que le cancer c'est une maladie dont dépend vraiment beaucoup
de facteurs différents, hein, et très très variés. Et donc on ne peut pas lui appliquer une solution qui convienne à tous, mais il y a un seul tronc commun là-dedans, c'est l'état du ventre. Ça c'est clair. Alors ce qu'elle a compris, le Dr Turner, c'est que toutes ces personnes-là ont fini par écouter leur intuition pour faire leurs bons choix, les bons choix, et tester différentes médecines alternatives, comprendre de quoi leur corps avait vraiment besoin. C'est vrai que quand vous n'avez plus personne qui vous dit faites ci, faites ça, et que vous êtes juste en face de vous-même, il y a plus grand chose à faire si ce n'est d'essayer d'écouter finalement ce que votre corps vous essaye de vous dire. Hein. Le cancer ici, c'est qu'un symptôme, hein, on va le voir, hein, mais tiens, d'ailleurs, elle a donné l'exemple d'une personne là qui s'appelle Sarah, qui a appliqué les 9 facteurs dont elle parlait, mais qui n'avait absolument pas travaillé sur ses émotions positives d'ailleurs. Elle s'était mise à la macrobiotique, donc pas de viande hein, d'ailleurs. Et après 2 ans, elle avait commencé à se sentir très faible. Alors elle s'est mise à consommer un peu de viande rouge bio, hein, comme lui avait suggéré son médecin chinois, et elle s'est sentie considérablement mieux et a continué. Et c'est vrai, quand on pratique la médecine chinoise, on regarde toujours ce qui va remonter aussi émotionnellement l'énergie et le fait de donner du yang, de la viande rouge, ça change tout à ce niveau-là. Et il faut pas hésiter quand on a cherché une façon radicale de nettoyer son alimentation. Il faut pas hésiter à tâtonner, mais il faut se donner du temps dans le tâtonnement. Là, elle a essayé 2 ans la macrobiotique. Bon, bah, elle a suivi ce que lui a dit son médecin chinois. Elle a mangé de la viande et c'est pas la première à qui ça arrive de se sentir mieux dans ces cas-là. Voilà, ce que le docteur Turner a appris de ses survivants à propos de ça, c'est que chaque corps est différent et qu'on peut pas dire, ok, en cas de cancer, on va faire ça. Voilà. En cas de cancer, pour être sûr de vous protéger du cancer, touchez plus à ça, touchez plus à ça. S'il y a certaines choses où on est sûr, par contre, c'est au niveau du sucre, hein, mais on a tous des besoins différents en dehors de ça. Et la seule chose commune, c'est vraiment les légumes qui sont indispensables pour tous et en très grande quantité. Alors, en ce qui concerne le sucre, il faut vraiment insister dessus. Et là, elle en a parlé de façon elle a vraiment insisté là-dessus. Elle explique que nos corps sont programmés pour en avoir envie tout le temps. Tout ça parce que on a une programmation de chasseur-cueilleur. Hein. Quand on était à l'état de chasseur-cueilleur, il fallait qu'on saute sur du sucre dès qu'on en trouvait, basiquement. Parce que mine de rien, le corps en a besoin à un certain niveau. Évidemment, je ne parle pas d'un paquet d'1 kilo de sucre blanc. Quand on était chasseur-cueilleur, il fallait qu'on trouve du miel ou des fruits, des choses comme ça. Hein, on n'allait pas au supermarché. Donc, c'est vrai qu'on a été quand même programmé pour en avoir envie. Sauf que bon, aujourd'hui, c'est très très facile à trouver. Il y en a même partout. Il faut même se méfier de ne pas en manger trop. Parce que le sucre, c'est une substance addictive qui produit de l'inflammation dans l'organisme et dans tous les tissus. Or, l'inflammation, c'est le nid idéal du cancer. C'est exactement la même chose que le candida. D'ailleurs, ça va ensemble. Si on regarde la tête que ça a, un cancer, c'est une forme de candidose poussée. Et ça se comporte exactement de la même façon. Et ça se propage de la même façon. Et ça adore le sucre. Hein? Consommer du sucre, en particulier s'il est blanc, ça favorise la croissance du cancer. Et une fois que vous avez des cellules cancéreuses, elles vont pas se conduire comme une autre cellule. Elles vont consommer du sucre au lieu de consommer de l'oxygène. Au lieu de respirer avec de l'oxygène, elles vont respirer avec le sucre. Et c'est pour ça qu'elles utilisent le sucre 50 fois plus rapidement qu'une cellule normale. Et c'est-à-dire, c'est rigolo parce que c'est comme ça qu'ils se servent, ils se servent de ce principe-là pour aller faire l'identification. Quand, si vous voulez faire un scanner pour voir si vous avez des tumeurs cancéreuses, on va vous faire boire une solution de glucose irradiée, hein, avant. Et 10 minutes après, on va vous faire le scanner et là, on va pouvoir identifier où est-ce que le sucre est consommé le plus rapidement. Donc là où le sucre est consommé le plus rapidement, on sait qu'il y a du cancer. C'est pas dur.
Donc, consommer du sucre, ça revient à donner à manger à votre cancer. Et en fait, tous les survivants que Kelly Turner a rencontrés ont, mais vraiment largement réduit leur consommation de sucre, voire complètement. Donc, le sucre, c'est déjà la base. C'est vrai qu'ils prennent tous des suppléments, mais ce qui est étrange, c'est qu'ils viennent en général, ils utilisent des suppléments la plupart du temps qui viennent de leur région. En fait, ils ont été chercher à la source de leur pratique locale. Hein. On appelle ça pratique, des pratiques traditionnelles. Hein. Donc au Japon, bah, ça va être des champignons, aux Caraïbes, ça va être des fruits acides, à Tahiti, ça va être le noni, en Allemagne, ça sera le ghee, en Inde, ça va être le curcuma. Hein. Bon, nous, je sais pas ce qu'on a trop. Enfin, c'est vrai que ce qui se rapproche le plus, moi, ce que j'ai trouvé le plus efficace en ce qui concerne le cancer, c'était le noni. C'est pour ça que je vous ai mis une bouteille ici. Bon, curcuma, c'est clair que c'est génial hein, en huile essentielle. Enfin, personnellement, moi, je me mets tous les jours. J'ai un mix d'huile de protection anti-cancer du sein. Bon, on n'a rien dans la famille là-dessus, mais bon, il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc, ouais, curcuma, cancer du sein tous les jours. Hein. Bref, donc ces gens-là, ils ont pris ce dont leur corps avait besoin pour se détoxifier, surtout pour se détoxifier. Alors pour ça, là, le noni, c'est vraiment l'emblème de la détoxification, parce que je connais rien qui soit aussi détoxifiant que du jus de noni pour le foie, les reins, tout ça, et c'est les premières choses qui sont à détoxifier en cas de cancer. Donc il y a toujours quelque chose à nettoyer, hein. Les métaux lourds, les parasites, les bactéries, le candida. Hein. Ça c'est, on peut tranquillement commencer par la case détox. Hein. Il n'y a aucune chance de se planter de ce côté-là. Mais pour ça, il est important de travailler avec un thérapeute qui s'y connaît un peu, parce que votre médecin, lui, il va absolument pas comprendre tout ça. Un médecin et surtout un cancérologue, ça n'a pas le temps d'aller étudier les plantes et les remèdes naturels venus d'ailleurs. Hein. Ça c'est clair. Donc et ça, c'est Kelly Turner qui le dit, si vous trouvez un praticien avec qui travailler et qui aura le temps de se consacrer à vous, et qui sera ravi de se tenir informé sur les dernières recherches, sautez dessus, ne lâchez plus, parce que c'est très dur à trouver. Hein. Je me suis pas étendue dessus, mais elle a fait un paragraphe, moi qui m'a mis les larmes aux yeux sur, mais c'est vrai que c'est quelque chose, on m'écrit beaucoup à ce sujet, à quel point les gens à qui on a dit, bon, on ne veut plus rien pour vous, se sentent seuls. Et à quel point bon ils intéressent personne parce que bon bah si toutes les techniques habituelles n'ont pas fonctionné sur eux, bah il n'y a pas grand chose qu'on puisse leur proposer. Hein. Donc en général on les ignore et on s'y intéresse pas et on les rejette. Hein. Donc ils sont extrêmement seuls. Hein. Et donc elle raconte que elle-même, comme elle travaillait dans un environnement qui s'occupait du cancer, elle a rencontré pas mal de cancérologues qui disent ah non, pas de suppléments, pas d'herbe, rien du tout. Mais ça, c'est uniquement à titre de précaution parce que c'est des gens qui ne connaissent pas les études qui montrent que ces herbes, ces suppléments, etc. sont en fait bénéfiques et surtout sans danger. C'est le même principe avec les huiles essentielles. La plupart du temps, ils ont vraiment pas que ça à faire, ils n'ont pas le temps d'aller mettre le nez là-dedans. Ils ont déjà pas grand chose comme temps à consacrer à leurs propres malades. S'il faut en plus qu'ils aillent se renseigner et faire des recherches, ils n'en sortent plus. Mais donc, ils n'ont pas le temps de se renseigner et en plus, ils ne veulent pas prendre le risque de se tromper. Alors surtout aux États-Unis. Alors je sais pas comment ça se passe en France, mais alors ici, on leur colle des procès pour un oui, pour un non. Rien que si vous accouchez quelque chose qui vous plaît pas, vous pouvez coller un procès aux fesses à votre gynéco. Alors imaginez en cas de cancer. Donc pour eux, c'est beaucoup plus facile de dire non, alors qu'en fait, il y a des études qui sont là et qui montrent que oui, vous allez bénéficier de l'usage des plantes, des suppléments, des huiles essentielles, etc. C'est pas parce que le chirurgien ou l'oncologue disent non parce qu'ils ignorent qu'ils peuvent dire oui que vous pouvez pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en ce qui concerne la nutrition, évidemment, c'est complètement pire parce que évidemment, si vous choisissez la solution traditionnelle de la chimio, votre médecin va vous suggérer de prendre le plus de poids possible avant de commencer les traitements et donc de consommer des glaces et du sucre. Voilà. Donc des glaces qui sont un concentré de sucre et un concentré de cochonneries de produits laitiers de bas étage bourrés d'hormones de croissance et d'additifs en tout genre et qui sont des produits morts et rien que d'y penser. Enfin bon,
Et donc, ça, c'est le genre de choses qu'il faut éviter à tout prix. Mais Kelly Turner le dit, vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai interviewées qui m'ont dit ça. On m'a dit de manger le plus possible de glace avant de commencer la chimio. Et oui, les glaces, il faut, je veux dire, il y en a qui ont même conseillé de ne manger que des chips, hein, si c'était tout ce qu'ils pouvaient garder pendant la chimio. C'est tellement difficile d'avaler quelque chose pendant une chimio que bon, peu importe, que ce soit des glaces ou des chips, mais au moment que vous avalez quelque chose, ils sont pour. Et là, il y a Kelly Turner qui dit quand je pense à tous les super livres et toutes les ressources qui vous permettent de trouver des façons intelligentes, efficaces et sans danger de survivre aux nausées, c'est quand même dommage que les médecins spécialisés soient pas au courant, quoi. Mais bon, c'est pas leur faute, hein. Ils n'ont que 2 semaines de cours de nutrition en 10 ans d'études. Donc, moi, je vois ça, c'est comme la plupart des naturopathes, ils ont 15 jours d'aromathérapie sur leur cursus. En 15 jours, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre? On se pose la question. Et ben là, c'est un peu le même genre, sauf que là, c'est 15 jours sur 10 ans d'études, ça a le temps d'être balayé depuis longtemps. Donc, c'est pour ça qu'elle insiste sur une chose. Vous devez apprendre le plus de choses vous-même. Hein. Même si vous ne pouvez pas rattraper la somme de savoir de votre médecin, de votre thérapeute, de votre coach, etc. Vous devez au moins être capable de comprendre ce qu'on cherche à faire à votre corps. C'est à vous de choisir, de ne pas rester passif et agir. C'est marrant, enfin c'est pas marrant du tout, mais ça me fait penser à la première fois que j'étais en contact avec le cancer, c'était une de mes vieilles amies, enfin j'ai très longtemps maintenant, il y a une vingtaine d'années, en Californie, qui on a appris, elle était en train d'allaiter et du coup c'était très difficile parce que quand on allaite, on a souvent des engorgements et on prenait pour un engorgement une énorme tumeur grosse comme une pêche qu'elle avait au niveau de l'axillaire, pratiquement sous le bras. Et je me souviens qu'on était plusieurs copines à dire à Barbara, écoute, il y a un tas de trucs à faire pour ton immunité, il faut faut pas que tu te contentes de faire ta chimio. Elle était terrorisée. Elle avait tellement peur de ce qui lui arrivait qu'elle n'a écouté que le cancérologue, que son chirurgien. Elle a rien fait d'autre. Elle s'est fait enlever le sein, elle a fait sa chimio. Et elle a attendu un peu et tout son cancer est venu se développer sur l'autre sein. Et là, c'est là qu'elle en est morte. Mais uniquement parce qu'elle a été terrorisée par la situation et qu'elle était pétrifiée et que elle ne voulait que attendre qu'on s'occupe d'elle. Elle ne voulait que attendre que la puissance divine s'occupe de son cas. Hein, et en l'occurrence, la puissance divine venant du médecin. Eh ben, elle en est morte. Bon, donc il y en a plein hein, des exemples comme ça. Mais il faut lire le plus possible pour rester informé. C'est impératif. Et ça, elle le précise. Les survivants de son étude ont tous eu à prendre des décisions actives qui ont fait la différence dans leur guérison. Donc c'est vrai qu'ils n'avaient plus de médecin pour leur dire quoi faire. Donc ils ont bien été obligés de se mettre à agir de leur plein gré et de se pousser aux fesses hein, pour pas attendre que ça tombe tout seul. Je pense qu'il y en a beaucoup à qui c'est arrivé, à qui on a dit rentrez chez vous, attendez que ça se passe. Hein, et qui, du coup, comme ils ont attendu effectivement que ça se passe, en sont morts. Ceux qui ont vécu la rémission radicale dont parle Kelly Turner, eux, ils se sont pas laissés faire. Ils n'ont pas décidé d'attendre. Ils ont décidé d'agir. Et c'est ce qui, sans doute, a fait beaucoup la différence. Donc, petit à petit, ils sont entrés en contact avec des praticiens qui, eux, ne les ont pas trouvés ennuyeux et qui ont été ravis de partager leur savoir, qui ont aussi fait des recherches de leur côté et qui ne les ont pas laissés tomber. Donc Kelly Turner, elle raconte combien de mes survivants ont entendu des « mais tout ça, c'est dans votre tête. Cessez de m'ennuyer avec ces thérapies alternatives. » On a tenté de les faire taire. C'est vrai que les médecins n'ont que 10 minutes par patient. Donc si vous n'avez pas le choix, pas d'autre choix que de travailler avec un médecin qui n'a que 10 minutes pour vous, et ben à ce moment-là, il va vous lui mâcher le travail.
Hein, vous venez avec tout un dossier de rapports documentés, issus de sources que lui va connaître et respecter. Parce que s'il voit la source, il va se dire « Ah bon, c'était là-dedans ça? Ah oui, effectivement, je sais, c'est bien. Donc bon, alors je vais regarder. » Mais si c'est une source inconnue au bataillon, il va même pas pencher le nez dessus. Hein. Donc là, dans ces cas-là, c'est à vous de faire l'effort. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'entourage. Et Kelly Turner raconte que de nombreux de ses survivants ont aussi cessé de parler à leur famille et à leurs amis de leur choix de traitement alternatif. Tout simplement parce que l'entourage est terrorisé. Terrorisé si on ne suit pas à la lettre les recommandations du cancérologue. Et souvent quand on n'a pas le choix, on est bien obligé de se dresser seul et de faire ce qu'il faut. Je veux dire, on fait pas ça pour l'entourage, on fait ça pour soi. C'est notre vie, c'est pas la leur. Ça me fait penser à ma mère qui me racontait ça quand j'ai testé cette conférence sur elle. Elle me disait, mais c'est pas quelque chose dont elle n'avait jamais parlé. Enfin, je m'en souvenais pas. Et je devais être petite. Elle était en stage à Paris et elle avait un problème à l'œil. Elle allait voir un ophtalmo qu'elle connaissait pas, qui lui a dit, oh là là, oh, mais vous avez un cancer du poumon. En lui regardant l'œil, il me dit ça. Vous avez un cancer du poumon, vous n'avez plus que pour 15 jours à vivre. Alors là, ma mère, évidemment, elle a attrapé ses affaires, elle est rentrée vite à la maison, elle a été se faire regarder ailleurs, mais elle se disait, ça y est, je suis cuite. Mais vous vous rendez compte, quelqu'un vous dit quelque chose comme ça, je veux dire, un ophtalmo qui vous regarde les yeux et qui vous dit, vous avez un cancer du poumon, vous êtes cuit. C'est terrorisant. De deux choses d'une, ou vous vous dites, bon, il avait raison et hop, vous attendez la mort en face, ou vous vous dites, non, mais attends, il a peut-être un truc qui cloche, lui, à ce moment-là, vous faites autre chose. Mais il faut pas systématiquement prendre pour parole divine la parole de n'importe qui en blouse blanche avec un stéthoscope autour du cou. Faut quand même faire attention. Donc, un grand nombre donc de ces survivants se sont sentis très 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 seuls. Et parfois, leur thérapeute a été vraiment leur seul interlocuteur pendant toute leur période de rémission. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Facebook. Moi, j'essaye de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer sur Facebook et partager ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est un besoin parce que moi, je vois avec simplement les personnes qui me demandent de m'occuper d'elles, elles sont extrêmement seules. Elles peuvent pas en parler à leur mari, ou pas en parler à leur femme, ou pas en parler à leurs parents, ou pas en parler à leurs collègues. Parce que c'est pas compris. Et malheureusement, quand on est en face de aucun autre choix, on est obligé de se débrouiller tout seul et de rien pouvoir partager parce qu'on n'a pas besoin des critiques des autres en plus. Alors c'est important de poser aussi les bonnes questions. Et ça, elle insiste beaucoup là-dessus, le Dr Turner. Elle dit il faut se poser les bonnes questions. Donc pour ça, elle dit que il n'y a rien de tel que la méditation et profiter d'un état de relaxation profond pour se poser des questions cruciales. Pourquoi ce cancer est apparu dans son corps? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle est la différence entre avoir de très bonnes raisons de vivre et ne pas avoir peur de mourir, par exemple? Alors, dans son interview, à un moment, elle raconte que elle a découvert la méditation en fait avec ses survivants. Elle savait pas grand-chose avant avec ça. Enfin, je crois que j'en parle un petit peu plus tard. Enfin bref, elle parle de la peur de mourir. Et elle dit que c'est souvent ça qui est l'élément déclenchant. C'est-à-dire que si on est pétrifié par la peur de mourir et que ça nous empêche d'agir, que ça nous empêche de nous justement dresser seul face à la maladie, on vit dans un stress permanent. Et c'est ce stress qui supprime notre immunité. C'est pour ça qu'il est tellement important, c'est quelque chose que j'essaye de faire comprendre aux gens dont je m'occupe tout le temps, mais bon, c'est pas toujours évident, à quel point tout ça, c'est dans votre tête, c'est dans votre façon de gérer votre stress et d'utiliser vos émotions pour ne pas avoir à le subir. Enfin, ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces survivants, ils n'avaient qu'une seule chose à leur disposition, c'était ça, c'était leur système immunitaire. Surtout ceux que leur médecin avait renvoyés à la maison sans rien.
hein, en leur disant, bon ben voilà, avec un peu de chance, vous souffrirez le moins possible. Et donc leur seul outil, c'est ce qui leur restait pour réagir, c'était leur immunité. Donc ces survivants-là, ils ont été obligés d'arrêter de focuser sur la peur. Alors ceux qui ont continué à focuser sur la peur, à mon avis, ils sont plus là pour en parler. Mais ceux qui s'en sont sortis, ils se sont mis à se demander pourquoi est-ce que je voudrais rester sur cette terre? Qu'est-ce qui me motive à rester? Donc ils ont porté leur attention sur la joie, qui est un sentiment d'excitation et de bonheur. Et dans ces cas-là, techniquement, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans cet état de joie? Votre hypophyse, elle va produire de l'ocytocine, et puis de la sérotonine, et puis de la relaxine, et puis des endorphines, qui en retour vont faciliter l'action des globules blancs et des cellules qui tuent les cellules cancéreuses. Donc, plus vous apportez de joie à votre vie, plus vous soutenez votre immunité et combattez la maladie. Voilà, c'est une question de joie. En fait, notre corps sait détruire les cellules cancéreuses grâce à l'apoptose. Ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans ma conférence sur la protection des seins. Parce qu'il y a des huiles essentielles qui stimulent l'apoptose, qui favorisent l'apoptose. Et donc l'apoptose, c'est un mécanisme qui fait que certaines cellules vont embrasser les cellules cancéreuses. C'est marrant parce qu'en anglais, elle a utilisé la métaphore du hug, qui est effectivement cette façon de prendre dans les bras. Bon, ici, on fait des hugs quand on s'embrasse en fait, et donc vous embrassez, vous prenez effectivement quelqu'un dans vos bras, et donc cette cellule normale va embrasser une cellule cancéreuse et va l'étouffer dans ses bras. J'aime bien voilà, c'est des cellules embrasseuses et étouffeuses, voilà. Les cellules qui fonctionnent avec l'apoptose. Donc, plus vous allez fabriquer d'hormones du bonheur, plus vous produirez de cellules embrasseuses et étouffeuses. Alors, dans l'interview, on pose quand même la question au Dr Turner de ce qu'elle retient de tout ça pour sa vie, à elle. Et alors, donc, qu'est-ce qu'elle va appliquer, elle, dans sa vie? Et elle raconte que elle a grandi dans le Wisconsin, donc qui est un État américain où on fait du fromage. Donc elle dit, j'avais de la viande tous les jours et du lait à tous les repas. Ça c'est traditionnel, c'est incroyable, du lait à tous les repas et du fromage. Et elle dit qu'à l'université, elle a été introduite au yoga et à celui qui allait devenir son mari et qui méditait régulièrement. Et elle se rend compte, donc c'est ce qu'elle raconte, que bon, jusqu'à ce qu'elle rencontre ces survivants, elle ne savait pas vraiment méditer parce que c'est eux qui lui ont appris la méditation. Manifestement, ils ont eu que ça à faire, voilà, ils ont vraiment pu pousser la technique bien aboutie, ils ont bien pu la rendre efficace, indispensable. Et elle dit que sa vie a été transformée depuis ces années de recherche et que effectivement, elle s'efforce d'appliquer tout ce que ces personnes lui ont appris. Bon, elle a été adapter ça à ses propres besoins. C'est toujours pareil, c'est une question de faire comment on appelle ça, faire du sur-mesure. Alors elle raconte que son fils de 2 ans, quand elle l'emmène au parc, c'est le seul qui grignote des feuilles de nori, donc c'est des algues toastées japonaises, au lieu de biscuits pré-enveloppés, etc., comme ceux qu'on voit. Il n'a pas des goldfish dans un petit sac, il a des feuilles de nori. D'ailleurs, il a de la chance qu'il n'aille pas essayer les petits biscuits des autres, parce que je vois ça souvent, enfin j'ai vu ça avec les miens par contre. Enfin, bon. Alors elle a dit, j'ai surtout pris conscience de l'importance de me protéger à tout prix du stress et de l'anxiété. Parce que c'est là la clé. Voilà. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est de se protéger du stress et de l'anxiété. Alors vous allez me dire, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en sais quelque chose parce que j'ai sans arrêt des gens qui viennent me voir pour ça. Mais en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on n'y connaît rien en anxiété et en stress. Mais en fait, c'est de loin pas si compliqué que ça à appliquer, en fait. C'est vrai que bon, moi je triche parce que j'ai beaucoup d'huiles essentielles qui sont anti-stress et anti-anxiété, donc ça facilite les choses.
mais basiquement, c'est pas si compliqué que ça à faire. Il suffit juste, mais il faut le faire sans médicaments évidemment, parce que la clé là-dedans, c'est pas augmenter votre niveau de toxicité. Hein. Oui, parce que ça, je l'ai pas dit ici, mais la toxicité, c'est ce qui entretient votre stress et votre anxiété. Hein. Ça, c'est encore, ça fait un petit peu après un cercle vicieux. Donc, en résumé, qu'est-ce qui est le plus important à retenir si vous souhaitez vous protéger et guérir du cancer? Eh ben, prendre le contrôle de votre santé, voilà, faire du sur-mesure pour détoxifier, vous protéger du jugement de l'entourage, vous poser les bonnes questions, travailler votre joie de vivre, agir sur votre énergie, ne pas laisser quelqu'un décider de votre santé pour vous, ne pas se baser sur ce que les autres font, prouver à l'entourage qu'on peut le faire, laisser de la place pour la vérité, suivre un rituel d'expression de la reconnaissance, utiliser des ressources d'énergie positive. Bon, ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut creuser hein, là-dedans. Hein, pratiquement, donc pas de toxicité, donc effectivement pas de toxicité parce que pas de médicaments, donc c'est énorme. Ne pas, voilà, se passer le plus possible des médicaments, c'est énorme parce que bah, les médicaments, c'est l'anxiété, c'est la colère, c'est la peur, c'est la frustration. Voilà, c'est tout ce qui entretient les émotions toxiques et le stress. Je pourrais faire tout un webinaire là-dessus. L'anxiété, on le sait, c'est comme la dépression, ça vient de l'état de votre ventre. Hein, et plus vous êtes toxique au niveau du ventre et plus votre système digestif est dysfonctionnel, plus vous allez être victime de l'anxiété, tout simplement. Hein. Donc, on est tous conditionnés hein, depuis des dizaines et des dizaines d'années par un système médical qui ne repose pas sur la confiance en vos capacités de guérison, mais qui vous met dans une situation d'attente que quelqu'un fasse pour vous ce qu'il faut. Et malheureusement, c'est très compliqué après de se décrotter de cette carapace de bêtises, si vous voulez. Alors, effectivement, on entretient surtout votre crainte de la maladie et on vous fait vénérer la parole divine, à savoir celle du médecin, tout puissant, puisqu'il est seul à avoir du savoir. Hein. C'est pour ça qu'elle vous rappelle sans arrêt qu'il faut que vous appreniez. Hein. Donc, tous ceux que le Dr Turner a étudiés s'en sont sortis alors que leur médecin avait baissé les bras. Je vous le rappelle. Ils s'en sont sortis parce qu'ils ont été obligés de trouver des solutions eux-mêmes, avec des techniques alternatives qui sont complètement ignorées et même méprisées par le corps médical qui s'était occupé de jusque-là. Donc, ils s'en sont tous sortis et ils se sont tous posé des questions qu'aucun médecin ne leur avait posées et ils ont été obligés de faire confiance au seul véritable spécialiste de leur santé, c'était eux-mêmes. D'accord? Eux-mêmes. Rappelez-vous une chose, vous êtes les seuls véritables spécialistes de votre santé. Alors effectivement, il y a beaucoup d'autocritique hein, ici, il faut changer radicalement sa vie, il faut avoir le courage d'admettre qu'on peut faire complètement faux. Hein. Et ça oblige à pas mal d'introspection et d'autocritique et de remise en question, et ça évidemment c'est pas facile. Et le problème c'est quand on est malade et qu'on est très toxique, eh ben, la remise en question, c'est pas une spécialité. On n'est que dans le blâme des autres, on n'est que dans la colère, on n'est que dans la frustration et dans la souffrance permanente et on n'est pas forcément en état de faire un virage à 180 degrés dans sa vie. Et c'est pour ça, encore une fois, moi je pourrais le répéter 500 fois, mais c'est tellement facile avec les huiles essentielles de se soutenir là-dedans. Hein, Enfin, il y a énormément de choses à faire de ce côté-là. C'est pour ça que j'appelle ça le raccourci hein, des huiles essentielles. Parce que on peut, je veux dire, il y a des huiles qui peuvent s'utiliser tout le temps et partout et qui vont, malgré vous, aller vous aider dans le bon sens, qui vont aller vous détoxifier, qui vont aller soutenir votre émotion, qui vont aller, enfin vos émotions, qui vont soutenir vos organes, qui vont vous augmenter votre niveau de énergétique. Hein, et surtout qui vont vous donner le sentiment que vous n'êtes pas juste là à attendre qu'il se passe quelque chose. Je crois que ce que veut expliquer aussi le Dr Turner, c'est qu'en étudiant, en se renseignant soi-même, en apprenant ce qui va nous aider à nous en sortir, on se donne des moyens et en se donnant des moyens, on se donne du pouvoir. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans la dépression, par exemple? C'est quand on n'a plus aucun moyen. On ne sait pas comment faire et qu'on a l'impression de ne plus rien avoir à faire.
Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Tant qu'il y a de l'action, il y a de l'espoir aussi. Donc, c'est important de sortir de la peur de tomber malade. C'est vrai que c'est pas évident de passer de la peur à la confiance, hein, mais il faut quand même, il faut se rendre compte que il y a des choses à faire. Un médecin n'a pas toujours tout compris et il faut parfois oser lui dire. Là, je vous ai mis des chiffres, je sais, il n'y a rien de plus dangereux qu'un hôpital. Enfin, j'en ai plein, hein, des chiffres là-dessus. Il y a des chiffres qui vous montrent à quel point c'est rapide, hein, de mourir. Bon, moi, je sais pas quels sont les chiffres pour la France, mais enfin, aussi aux États-Unis, les morts qui surviennent à la suite d'hospitalisation et de prise de médicaments, les médicaments prescrits, hein, on s'entend, hein, pas les médicaments qui sont vendus dans les rues, hein, c'est quand même en 3e position, juste après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Hein. C'est quand même 210 000 à 440 000 Américains qui meurent à l'hôpital suite à des erreurs médicales. Hein. Et puis suite à la prise de médicaments. Enfin, j'en ai des chiffres, j'en ai des kilos. Oh, puis je pense surtout aux femmes à qui on a dit que elles avaient, suite à une mammo, on leur dit ah vous avez certainement un cancer ici, on leur fait une ponction, on se rend compte qu'elles ont rien du tout. Mais ce stress-là est suffisant pour en déclencher un pour de vrai. D'ailleurs dans ma conférence sur les seins, d'ailleurs je vous parle de tous les cas où non, c'est pas là-dedans, je vous en parle, non, c'est dans un de mes bouquins, dans mon bouquin sur les femmes. Je vous parle de tous les cas où on va même pas identifier votre cancer du sein avec une mammographie. Et vous pouvez encore recevoir la veille, vous pouvez recevoir le papier qui vous dit que vous n'avez rien, et en même temps un résultat de labo qui vous dit que oui, bah, vous avez un cancer en stade terminal qu'il faut impérativement enlever, qui peut même pas être enlevé parfois. Donc, il y a énormément d'erreurs qui sont faites à ce niveau-là. Bref, il faut que vous appreniez en fait il faut que vous sachiez, on dit ici in the know, il faut que vous il faut que vous soyez dans le savoir, ok? Dans le savoir, dans le sens où il faut que vous puissiez faire des choix éduqués. Il faut apprendre à reconnaître les vraies solutions. Ça me fait penser à un truc. Il y a ma fille qui a eu des examens à la fac il n'y a pas longtemps et elle s'est tellement stressée pendant les examens qu'elle s'est complètement coincée la mâchoire. Elle a eu un truc qui s'appelle hémilatéral, je sais plus quoi. Enfin bon. Elle avait fait des recherches sur internet, elle avait vu plus ou moins ce qu'elle avait. J'ai appelé mon ancienne chef de clinique qui m'avait dit ouais bah c'est ça, c'est voilà. Et du coup je me suis dit bon est-ce que je vais l'envoyer pour. Je l'ai emmenée chez un dentiste pour vérifier qu'elle avait rien aux dents au cas où. Qui lui a dit ah bah oui effectivement c'est ça. Bon bah vous savez quoi, on va lui donner 15 jours d'anti-inflammatoire à haute dose. 800 mg de Motrine par jour pendant 15 jours. Moi, donner des anti-inflammatoires à ma fille, ben alors là, jamais de la vie, quoi. Et je me suis dit après coup, mais si des parents normaux, je dirais, enfin des parents qui sont, qui sont là pour écouter ce qu'un médecin va leur dire, vont donner 800 mg de Motrine à leur fille pendant 15 jours. 800 mg par jour. Mais c'est atroce, je veux dire, quand je pense à ce que ça fait au rein et au foie, ce truc-là. Je veux dire, c'est un truc que vous allez prendre bon, exceptionnellement pendant 2-3 jours si vous arrivez à un accident, quelque chose. Mais pas tous les jours, pendant 15 jours. Je lui ai mis des huiles anti-inflammatoires tout de suite, et puis je l'ai emmenée chez un chiropracteur qui lui a fait des manipulations, des trucs, elle n'a plus rien. Elle a été chez le dentiste aujourd'hui, qui lui a donné un bidule juste pour éviter qu'elle se coince les dents pendant la nuit, parce qu'elle a tendance à, c'est aussi une des sources de ce problème-là. Mais il était surpris d'ailleurs quand elle lui a dit qu'elle avait plus mal. Mais en plus, voilà, il aurait fallu qu'elle prenne 15 jours de cette cochonnerie pour en plus avoir encore mal à la sortie. Hein. Mais bon, si vous savez pas tout ça, vous vous faites complètement avoir. Il faut que vous soyez, il faut que vous ayez confiance dans vos propres. Le seul moyen de ne pas avoir peur, c'est d'avoir suffisamment de moyens pour pas subir cette peur, et donc pour savoir que vous avez ce qu'il faut. Et c'est pas en vous en remettant à quelqu'un d'autre à côté que vous avez ce qu'il faut, malheureusement. Il faut que vous ayez une confiance en vous, dans ce que vous sachiez faire.
Et c'est la seule façon de faire reculer la peur et la menace du cancer. Et c'est quelque chose sur lequel le docteur Turner insiste vraiment beaucoup. Moi, c'est une de mes grandes fiertés de ne pas avoir de médecin traitant. Personnellement, je sais que mes gosses, ça fait des années qu'ils n'ont pas vu un pédiatre. Maintenant, ils sont trop vieux pour en voir un. Mais je crois que si vous avez des enfants, c'est aussi un des grands cadeaux que vous puissiez leur faire, de savoir ce qu'il faut pour que eux apprennent qu'il y a autre chose, qu'il y a une alternative. Ne pas les intoxiquer à coups de médicaments au moindre bobo et ne pas préparer tout ce qui va les amener vers un cancer plus tard. C'est clair que ça dépend beaucoup de vous, tout ça.